Bien, merci, bonsoir à tous. Je suis docteur Alain Seb, je suis omnipraticien à Thionville, Thionville près de la frontière de Luxembourg. Ça fait 37 ans que je fais de l'implantologie et j'ai démarré par le système disc-implant. Et j'ai surtout la chance d'être attaché de cours au diplôme d'implantologie basale de Nice. Ce soir, on va vous parler des crêtes étroites et de l'utilisation d'implants spécifiques. Alors, quand on voit une radio panoramique, on pense avoir de l'os en quantité. On se dit on va utiliser un implant conventionnel de 3,75, mais quand on regarde le cone-beam, ben, on s'aperçoit qu'on a une crête qui est plus ou moins étroite selon les situations. Et bon, alors tout de suite, on pense aux techniques de greffe avec les greffes d'apposition, les prises de greffon pariétal, de ramus ou de mentonnier. Mais ces greffes ont certains avantages, savoir une bonne prédictibilité, puisqu'on a un os autogène, on a une bonne densité d'os, on n'a surtout pas de rejet de greffon. Et on a une cicatrisation qui est correcte. Mais il y a également certains inconvénients qui peuvent rebuter nos patients, à savoir les chirurgies qui sont lourdes. Il faut deux sites de chirurgie, l'un pour le prélèvement et l'autre pour la greffe. C'est toujours des chirurgies qui sont en plusieurs temps chirurgicales et des fois la temporisation est difficile à mettre en œuvre. La gestion de la gencive attachée est également délicate, qui est susceptible d'avoir des ouvertures a posteriori. Et on sait que l'os au niveau du site donneur ne cicatrise jamais. Et on relate donc un cas de mort suite à un choc crânien. Voilà. Donc, la mise en charge est souvent impossible. Donc, voilà, ces inconvénients font en sorte que ben, les greffes, c'est une technique qui est décrite, qui a son succès, mais qui peuvent rebuter les patients. Donc, on va essayer de trouver une méthode alternative qui soit éventuellement plus simple, qui soit adaptée aux praticiens moins chevronnés et qui soit prédictible et reproductible. On a un implant qui s'appelle Fratex, qui est un implant en titane de grade 5 à surface usinée et qui évite les effets délétères des surfaces rugueuses et qui s'inscrit dans une gamme assez étendue. Vous avez Fratex de 10 mm, de 12 mm et le Fratex Mega de 16 mm qui sont toujours en diamètre 3,3. Il se écrit donc avec un apex engageant, ce que j'appelle moi tête chercheuse, des macrospires à l'apex, des microspires et puis un col lisse et une connexion à octogone interne. Vous avez une variante qui est l'implant oblique qui peut être soit de 14 mm, soit de 18 mm, qui va nous servir à gérer les atrophies postérieures sans aller faire des comblements sinusiens. Alors, vous avez plusieurs indications et modes d'insertion en fonction de la largeur de la crête. Alors, quand on a une crête qui est supérieure à 7 mm, on utilise un implant conventionnel de 3,75, sachant qu'il faut toujours entre 1 et 1,5 mm de part et d'autre de l'implant. Et quand on a une crête qui est entre 5 et 7 mm, on va utiliser dans cet implant Fratex qui va se poser après un forage au forêt pilote ou à l'ostéotenseur rotatif en fonction de la densité osseuse. Le placement se fait soit en mini ouverture cristal, soit en flapless si on a une largeur de gencive attachée qui est assez large. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, on avait non seulement une crête étroite, mais on a également une crête peu haute. Donc, on ne peut pas utiliser un Fratex de 12 mm, on va utiliser le Fratex 10 mm. Et on voit bien que bon, ben, cet implant nous aide à gérer une situation postérieure hein, avec
des bacs de cicatrisation hautes, on met des piliers, puis on peut faire des prothèses scellées. On voit bien que au cone beam, on voit que l'implant s'insère bien entre les deux corticales d'os compact. Et l'avantage de ces microspires qui sont donc, au niveau de la tête nous permettent de s'insérer lentement entre les deux corticales sans éclater cette corticale. Si on avait eu un implant qui était uniquement fait de macrospires, on aurait peut-être risqué un éclat des crêtes osseuses, des tables osseuses. Alors, une autre situation où bon, la radiographie rétroalvéolaire nous donne 12 millimètres, donc on se dit, tiens, on va utiliser les implants de 12 millimètres, mais on s'aperçoit que avec la forme de la crête, ce que j'appelle moi en forme de carte d'Afrique, euh, on n'a pas la hauteur utile de 12 millimètres, mais une hauteur inférieure, et surtout avec la zone mylohyoïdienne où on a le nerf lingual qui circule dans cette zone-là, donc il faut y faire attention. Voilà, dans les zones encastrées, on a souvent des crêtes qui sont étroites, mais étroites à très étroites. Et donc l'implant de 12 millimètres nous donne entière satisfaction. Et vous voyez que bon, bah, quand on a une épaisseur de crête qui est un petit peu plus large, eh ben, on a utilisé un implant conventionnel. Et vous voyez que l'implant s'insère bien entre les deux tables internes et externes, qui est juste au-dessus du trou mentonnier. Et donc, dans ce cas-là, on a pu, au bout de 3 mois post-opératoires, faire des couronnes céramiques transvissées qui donnent satisfaction aux patients. Lorsque les crêtes sont de 3 à 5 mm, en fait, c'est l'implant qui va devenir l'outil. C'est-à-dire on va utiliser sa fonction autoforante et condensatrice de l'os. Vous voyez qu'on a utilisé donc un implant Fratex en position 14. Il y avait un autre implant qui était présent, qui était antérieur, qui était ostéo-intégré, qu'on n'a pas voulu retirer. J'ai préféré l'utiliser. Et on a utilisé cet implant également avec d'autres techniques, des techniques de soulevé de sinus, mini soulevé de sinus avec des techniques d'implants ptérygoïdiens et des implants à insertion latérale. On a pu faire une mise en charge immédiate avec un bridge titane chromanite résine, scellé vissé, donc scellé sur l'avant, vissé sur l'arrière, et la prothèse d'usage a été faite après. Je vais revenir un petit peu sur la diapo précédente. Vous voyez que l'insertion de l'implant, on a été à l'ostéotenseur rotatif, et c'est l'implant qui a suivi le forage, et dans son insertion, l'implant a expansé la crête tout seul et a fait une condensation osseuse qui fait qu'on a une stabilité primaire dans l'implant qui est très bonne. Un autre cas, c'est un cas de basal, donc un cas de mandibulaire. On voit bien que on a de la hauteur en antérieur, mais on a très peu de hauteur de crête en postérieur. On voit que le modèle stéréolithographique nous donne une crête en lame de couteau dans la région interforaminale. Et vous voyez que la gencive, même quand on regarde dans la cavité buccale, la gencive attachée est presque inexistante. Et pour éviter le trou mentonnier, il faut faire une incision dans cette petite bandelette de gencive attachée qui reste. Quand vous êtes dans cette bandelette-là, il ne se passe rien, vous ne pouvez absolument pas atteindre le nerf. Voilà, l'ouverture se fait en full flap. On voit bien que on a bien cette crête qui est en lame de couteau. On a mis en évidence les trous mentonniers des deux côtés, et ensuite on a un petit peu écrêté la crête pour obtenir un premier impact, parce que si on restait avec cette lame de couteau, on n'aurait pas de point de démarrage du forage. Dans les zones
où on avait suffisamment d'os, on a utilisé des implants conventionnels, mais vous avez vu qu'on les a mis un petit peu inclinés. Mais si vous regardez bien entre les implants conventionnels, on a une crête qui est franchement très, très, très fine. Et on a utilisé la piezo. On a simplement fait une insertion, comment dire, une ostéo-incision au piézotome entre les deux implants pour séparer les deux tables osseuses. Il n'y reste pratiquement plus d'os spongieux et on a réussi à séparer. Ensuite, on fait un petit forage, un pré-forage, si vous voulez. On démarre le forage de l'implant. Et le forage se fait à mi-parcours parce qu'il ne faut pas aller éclater cette crête qui est assez fine. Ensuite, on insère l'implant Fratex de 12 mm et vous voyez que les premières macrospires nous aident à engager l'implant. Et ensuite, c'est les microspires qui vont faire le travail de splitting, qui vont progressivement, avec une insertion très lente, on va réussir progressivement à écarter les deux corticales. Et voyez qu'à la fin de l'intervention, on a les corticales qui ont été bien séparées et ça ressemble un petit peu au boxing que fait le docteur Coury, mais là, on n'a même pas eu besoin d'aller chercher des morceaux d'os pour faire des greffes. L'os, c'est lui-même, s'est écarté de lui-même pour laisser la place à l'implant. Voilà, on a pu faire une mise en charge immédiate à 72 heures avec une prothèse titane chromanite résine, selon les principes de l'implantologie basale. Vous voyez qu'en postérieur, on a utilisé des plaques d'ostéosynthèse qui suivent la crête qui est ce qu'on appelle pensim mandibula, c'est-à-dire une crête qui était très étroite aussi en largeur sur l'arrière. Donc, on a utilisé des plaques de 7 mm. Et vous voyez que l'armature étant assez rigide, on arrive à avoir quelque chose qui en 72 heures, tient la route. On a rétabli l'occlusion, on a rétabli l'esthétique supérieure avec un bridge zircone et la patiente est satisfaite du travail. Alors, pour les crêtes inférieures à 3 mm, il va falloir utiliser non plus comment dire, des techniques de full flap, mais on va aller de flapless, mais on va aller en full flap. On va utiliser des techniques de splitting. On va également utiliser la préparation ostéogénique à 21 jours dans sa phase catabolique. Et on va utiliser la piezo qui nous aide. Donc, on l'a vu tout à l'heure, mais là, on va le voir avec des cas qui sont comment dire, latéraux, partiels. Hein. Par exemple, voilà une dentation encastrée. On a la perte du bridge qui enclenche la consultation. On voit bien que la crête est fine. Hein. Il n'y a même pas besoin d'aller faire un scan pour voir que la crête est fine. Et donc, on va utiliser des techniques en deux temps. C'est-à-dire qu'on va faire un pré-splitting dans un premier temps en utilisant le piezo, c'est-à-dire qu'on fait l'incision crestale, deux incisions latérales, on fait les premiers forages de positionnement des implants, on referme, on revient 21 jours et 21 jours après, on utilise l'implant dans les zones de préforage qui, comme tout à l'heure, avec les microspires de l'implant, vont écarter, vont splitter la crête et donc épaissir cette crête. Et vous voyez qu'à 6 mois post-opératoire, on a pu faire un bridge transvissé sur des implants qui sont parfaitement ostéo-intégrés. Un autre patient à qui on avait la même chose dans le secteur, dans le secteur 4, donc une crête qui est un petit peu fine. On va améliorer la technique de splitting, c'est-à-dire qu'on va faire une intervention de press-splitting en ouvrant un lambeau,
en utilisant la piezo, en faisant l'incision crestale et les deux incisions latérales avec l'instrument en forme de scie. Et on va également faire des pointillés en apical pour éviter la perte du fragment vestibulaire lorsqu'on fait le splitting. Hein, puisque à 21 jours, on a l'activité ostéoclastique qui est maximum, donc l'os s'est ramolli et l'insertion des implants nous permet ensuite d'aller, vous voyez qu'on insère en quinconce progressivement jusqu'à ce qu'on ait la crête qui s'écarte et on obtient une crête qui sera bien épaisse pour accueillir nos implants de 3,3. Et dans ce cas-là, j'avais attendu un petit peu parce que j'avais peur que, avec la force masticatoire qu'avait le patient, on voit bien l'angle goniaque qui est très très fort. J'avais peur qu'il me perde les implants, donc j'ai attendu 8 mois post-opératoire et on voit qu'à 24 mois post-opératoire, rien ne bouge, tout est parfait pour le patient. Alors, les crêtes fines triangulaires ou maxillaires, c'est une question qu'il faut se poser. C'est plus délicat parce que si on fait, comment dire, une technique de splitting, on a des tables qui sont très très fines, on a des risques de déchirure de la table vestibulaire. Si on est crête, eh ben, on va avoir une diminution de la hauteur de crête. On va devoir utiliser des implants courts. Il va falloir utiliser une fausse gencive inesthétique. Alors, une solution, ce n'est pas toujours le cas, mais là, c'est une solution, c'est d'utiliser l'implant Fratex 12 mm qui va être inséré en palatin en tangentiel de la table externe, sans splitting. Donc, on a une partie vestibulaire de l'implant qui est enchâssée dans l'os, une partie palatine qui va l'être un peu moins, mais c'est pas grave dans le sens où on a une gencive attachée au niveau palatin qui est très épaisse et on n'a jamais vu de déhiscence au niveau palatin. On a souvent des déhiscences au niveau vestibulaire quand la gencive attachée est de type fin, mais en palatin, il ne se passe jamais rien. Dans ce cas-là, on a utilisé les principes de l'implantologie basale avec les implants à plaques. On a même été mettre un implant dans le trou nasopalatin. On a utilisé les implants ptérygoïdiens et on a pu faire une mise en charge immédiate à 72 heures. Donc, Fratex maintenant dans la zone ptérygoïdienne, il faut en parler parce que souvent la tuberosité est très petite, quasi inexistante, difficile à gérer. Et donc, il faut un implant fin pour pouvoir aller chercher l'ancrage postérieur dans les concepts d'implantologie basale. Donc, vous voyez que là, on a simplement utilisé un ostéotenseur pour vérifier la direction du tir. Ensuite, on a utilisé un ostéotenseur rotatif pour faire le tir. Et c'est l'implant qui a fait son parcours tout seul en autoforant et en condensation osseuse. Un autre cas aussi où vous avez une tuberosité où il y a une dent de sagesse, donc déjà c'est plus difficile. Il a fallu extraire la dent de sagesse incluse, combler, attendre que ça cicatrise, et ensuite on avait une tuberosité qui était vraiment très petite, donc pas très haute, pas très large, pas très longue. Donc tout simplement en faisant un petit forage jusque l'aile de la ptérygoïde avec un implant de 12 mm en appui. Donc réalisé selon les principes de l'implantologie basale, une mise en charge immédiate avec un bridge titane chromanite résine. Et vous voyez que en antérieur, s'il y a deux fratex de 12 mm, c'est parce que la crête était excessivement étroite. Donc suffisamment large pour qu'on aille mettre un implant axial, puisque sur les côtés, au niveau 13 et 23, on a mis une plaque, mais pas suffisant pour aller mettre un implant de 3,75.
Je vais faire une petite extrapolation parce qu'il faut parler de la gamme Fratex dans son ensemble. Là, vous avez Fratex Mega qui nous donne de très grandes satisfactions dans certaines circonstances. À savoir que lorsqu'on fait des extractions, implantations, mise en charge, euh, lorsque la dent n'est pas en plein massif, c'est-à-dire qu'elle est plutôt placée en vestibulaire, il faut savoir faire une extraction sans déchirer cette table vestibulaire et l'importance de cet implant Fratex Mega qui est plus long mais et plus solide d'ailleurs, hein, qui est plus massif, mais conserve toujours cette tête chercheuse au niveau de l'apex. Dans ces cas-là, vous voyez que l'implant est inséré dans l'alvéole et c'est pratiquement l'apex qui stabilise l'implant. En vestibulaire, on a du vide, tout simplement en mettant un petit peu de collagène. On n'a rien touché d'autre, on n'a pas fait de comblement et on a réussi à faire comment dire, 6 mois plus tard, on voit bien que la cicatrisation se fait et on a réussi à faire un bridge en zircone qui donne satisfaction. Voilà, dans ce cas-là aussi, un gros kyste sur une incisive centrale. Vous voyez que lorsqu'on a extrait la dent et cureté le kyste, il ne reste plus rien. Donc, il fallait vraiment protéger cette table vestibulaire. On a inséré un implant euh, et on a réussi à le bloquer grâce à sa tête chercheuse. Et vous voyez que au cours du temps, j'ai pas été trop vite, j'ai attendu, hein, j'ai attendu quelques 6, 9 mois avant de pouvoir mettre en charge cet implant. Et vous voyez que la cicatrisation se fait toute seule, sans comblement, sans rien. C'est le saignement, c'est l'ossification qui se fait toute seule et on arrive à une stabilisation importante de l'implant. Voilà, ça c'est d'autres cas, toujours sous le même processus, on voit que ça cicatrise. Maintenant, au niveau des implants obliques, on va pouvoir équiper les atrophies postérieures sans intervenir chirurgicalement, c'est-à-dire qu'on va éviter d'aller dans le sinus et faire des comblements sinusiens. Et des fois, la tubérosité étant très fine et puis très peu dense, c'est l'utilisation des implants obliques qui nous permet d'aller jusqu'à la dent numéro 6 avec des implants inclinés. Vous voyez que les inclinaisons sont 45 dans le plan frontal, 45 degrés dans le plan sagittal. En fait, il suffit de viser l'aile du nez et on est en général dans la bonne position. Bien entendu, il faut faire des radios rétroalvéolaires de contrôle pour savoir si on est bien dans le massif osseux prémaxillaire et si on n'est pas dans le sinus. Vous voyez, par exemple, dans ce cas-là, j'ai fait des radiographies rétroalvéolaires progressives qui nous montrent que euh, avec le forêt pilote, j'étais en train de faire une effraction. Donc, il a fallu redresser simplement à l'insertion de l'implant, tout simplement par une poussée de l'index sur l'implant. On a réussi à retrouver l'axe grâce à la tête chercheuse qui va chercher l'insertion et le blocage de l'implant dans l'os. Donc, vous voyez que cet implant en parasinusien a une oblicité dans les 2 degrés. Mais ce qui est important, c'est la forme de la tête qui est inclinée à 53 degrés, nous permet de paralyser, malgré l'inclinaison de l'implant, de paralyser avec les autres implants traditionnels qui ont été posés. À la mandibule, c'est pareil, il faut faire des radiographies rétroalvéolaires pour trouver le tir et pouvoir passer de l'autre côté du trou mentonnier. Vous voyez que les implants sont très inclinés, mais je vous ai mis en bleu l'inclinaison de l'implant et en jaune l'inclinaison du transfert de positionnement. Et vous voyez que ce transfert, par magie, se parallélise avec les autres implants. Donc voici voilà, quelques cas qu'on a fait avec l'implant Fratex oblique, des mises en charge immédiates haut
à la façon Paolo Malo, mais nous avons l'habitude pas de faire de Holland 4, mais à minima faire du Holland 6. Et on arrive à avoir des situations où, grâce à un implant ptérygoïdien, un implant oblique, on arrive à passer l'obstacle du sinus sans y aller, et en bas à gérer des atrophies postérieures euh, avec des situations qui se gèrent très facilement. Voilà notre cas, extraction, implantation, mise en charge immédiate avec des prothèses titane chromanite présine. Un autre cas également où on a utilisé des implants obliques, et là, dans ce cas-là, on a utilisé un nouveau matériau pour la prothèse, c'est Zantex, qui est un matériau en fibre de verre issu de l'aéronautique, qui nous permet d'avoir une prothèse suffisamment rigide et surtout plus légère qu'une prothèse à armature métallique, et une sensation pour le patient de légèreté et de confort, plus qu'avec une prothèse métallique. Alors, vous vous souvenez de cette image? Bon, c'était l'image du tout début. On a une crête véritablement lame de couteau. On n'a que du cortical. On n'a plus de spongieux. On n'a plus de vascularisation. Donc là, que faire? Faire du boxing, on n'a pas 36 solutions. Même si on fait des greffes, c'est même pas sûr que ça prenne, parce que comme on n'a plus de vascularisation, la greffe ne sera pas vascularisée et risque d'être éjectée. Donc dans ces cas-là, on a une façon de faire, c'est euh, l'implantologie basale avec les doubles disques implants, où les disques vont s'insérer dans l'os basal, euh, qui lui est vascularisé, donc dans l'os de la mandibule en bas. L'implant est positionné en vestibulaire, et il ne faut surtout pas couper cette jonction entre les crêtes mésiales et distales. Il faut que la jonction osseuse se fasse, que les cellules osseuses discutent entre elles, et on arrive à de très très bons résultats. Voilà un dernier cas en date où un confrère avait réussi cet exploit de placer un implant de 3,3 dans une crête de 3 mm, et il a obtenu une ostéo-intégration. L'implant est stable, non douloureux, mais le problème qui se présentait chez cette patiente, c'était une prothèse stabilisée sur un plan, qui, au fur et à mesure, commençait à bouger, et en postérieur, on avait des douleurs du fait de la mobilité de la prothèse, et vous voyez qu'en postérieur, on a une crête plate, donc assez difficile. On lui a proposé donc de faire une implantologie basale avec des doubles disques. Vous voyez que les disques ne se sont pratiquement pas insérés dans la crête, surtout pas dans la crête euh, comment dire, coronaire. C'est plus à l'apex que c'est inséré. On fait un comblement vestibulaire, et donc le double disque nous aide à maintenir, à étayer le comblement. On va utiliser des PRF également pour une meilleure cicatrisation. Et on arrive avec une prothèse Zantex, donc armature Zantex légère, rigide mais légère. On arrive à faire une mise en charge immédiate, selon les principes de l'implantologie basale, donc avec des doubles disques, des plaques, et j'ai quand même conservé les deux implants en appui pour éviter d'aller faire un massacre à vouloir aller chercher absolument le trésor. Quand quelque chose fonctionne, c'est pas la peine d'aller le chercher, il vaut mieux continuer à l'utiliser. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Je vous remercie pour votre attention, et je remercie également Visi pour la confiance qu'il me donne. Je remercie également mes assistantes, sans qui je ne pourrais pas faire ce type de chirurgie, et mon prothésiste à qui je presse un peu
comment dire, le timing pour qu'ils puissent me sortir des prothèses en 72 heures. Voilà. Et puis vous avez un joli tableau d'Augustin Le Rebourg, hein, qui a eu la gentillesse de me faire ce tableau qui est au cabinet. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée Merci, et, docteur. Peut-être qu'il y a et des puis de bonnes questions. vacances surtout, on est bientôt à l'époque où les gens vont partir en vacances. Donc, hein, passez une Je bonne vous remercie soirée. beaucoup pour cette présentation, c'est très intéressant et c'est toujours super enrichissant de nous partager vos 37 ans d'expérience. Du coup. Euh, Voilà. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Si ce n'est pas le cas, je vous dis à tous rendez-vous le 9 juillet à 13 heures avec le docteur Jacques Vermeulen qui va nous parler des bienfaits de la pose d'implant en zone tubéro-ptérygoïdienne. Très bien. Voilà. Merci encore, docteur Ancel. Voilà. Bonne soirée à tous.